Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Général Oumar Sano, Présent. Toutes nos félicitations pour votre comparution et la vérité que vous venez de nous dire. On va donc continuer à vous poser des questions de précision. Et c'est bien le président Dadis qui a dit que tous les quartiers doivent être consignés. Effectivement. C'est lui qui vous a donné ces instructions. C'est lui. D'accord. Et dans votre déposition de témoins, vous avez dit que Marcel et Bégré étaient bien les deux adjoints de Toumba. Oui. Marcel et Bégré étaient les deux adjoints de Toumba. Bon, écoutez, je ne peux pas le confirmer, mais j'entendais les gens dire que Marcel est l'adjoint de Toumba. Mais la garde présidentielle, ça ne me préoccupait pas parce que on ne m'a pas donné la latitude de commander la garde présidentielle. La garde présidentielle avait sa structure. La garde présidentielle avait un commandant et un adjoint. Je crois qu'ils ont donné le nom des deux ici, quand moi je prenais fonction. C'était commandé. Donc vous ne pouvez pas confirmer, mais vous avez appris quand même. Hein? Vous ne pouvez pas confirmer, mais vous l'avez appris. Non. Je venais là-bas, quand il y a rassemblement tout, on voyait le commandant et son adjoint. Un colonel, j'ai oublié son nom, et son adjoint, qui est ça, Alphonse. D'accord. Et par rapport au recrue de Kalia, je vais reprendre ce que vous avez déclaré devant le pôle des juges d'instruction. Oui. On vous a posé la question de savoir que savez-vous de la présence des recrues de l'école Kalia au stade. Vous avez répondu, ces recrues étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai ni assisté à leur recrutement ni à leur formation. C'est bien ça? C'est bien ça. Ils vous ont dit que les recrues de Kalia, c'était dans le cadre de leur propre sécurité. Le ministre de la Défense dire que c'est leur garde. Ils ont recruté pour leur garde. D'accord. Au compte de la garde présidentielle. Et c'est pourquoi vous n'avez pas été mêlé à ce recrutement. C'est pourquoi vous n'avez pas été mêlé à ce recrutement. S'ils m'ordonnaient de le faire, c'était un ordre. En tant que soldat, j'allais le faire. Mais il m'a dit, ça ne relève pas de vous. D'accord. Ce recrutement de Kalia, ça s'est fait quand précisément? Est-ce que vous pouvez nous situer dans le temps par rapport au recrutement de Kalia? Je ne me rappelle pas de la date. C'était 3 mois avant le 28 septembre, 4 mois, 5 mois. Combien de temps à peu près? Monsieur le procureur, excusez-moi parce que moi, je suis très connu en Guinée, dans l'armée. Quand quelque chose ne pas, c'est-à-dire qu'on ne me confie pas quelque chose, ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas à la chose. Est-ce que vous voyez? Quand ton chef dit, ça ne ressort pas de toi. Si tu te mêles, c'est que tu vas gagner. Donc, vous ne pouvez pas nous dire à quel moment précis ce recrutement a eu lieu? Bon, c'est-à-dire, je ne suis pas intéressé, honnêtement. Hein, honnêtement. D'accord, on va continuer. Est-ce que vous vous rappelez du nom de la Française de la Croix-Rouge? Non, je ne me rappelle pas de son nom. Non? Non, non. D'accord. Mais je crois que c'est des choses qui peuvent être connues parce que si on cherche les renseignements aux côtés de la Croix-Rouge. D'accord. Par rapport au transport des corps, vous n'avez pas fait une enquête interne pour savoir les chauffeurs qui
avait transporté ces corps-là? Je vous ai dit qu'après, j'étais curieux parce qu'il y avait trop de murmures concernant la disparition. Tout. J'ai dit au commandant du train de faire venir les chauffeurs. Je leur ai demandé. Ils m'ont dit de demander la française le nombre de corps qui a été embarqué. C'est le même nombre de corps qui a été débarqué à la mort d'Ignace Dine. Donc jusqu'aujourd'hui, ils sont revenus au camp. Vous ne connaissez pour venir garer que c'est eux qui ont décidé, parce qu'ils ne pouvaient pas exposer ça là au vu de tout le monde là-bas. Ils sont venus en attendant qu'on prépare la salle. D'accord. Et vous dites que ces chauffeurs-là avaient été mis à la disposition d'une commission. Oui. C'était quelle commission? Je crois la commission nationale, parce que moi, à chaque fois que la commission me demandait, oui, précisez, avant qu'on m'enlève de la commission qui avait été mise en place, la commission d'enquête nationale. C'est ce que je dis. C'est cette commission-là. Sûrement les deux commissions, hein, si je ne me trompe pas. C'est cette commission-là qui avait reçu les choses. Oui, vous ne savez pas, il faut que vous nous donniez la précision. C'était quelle commission? Bon, la commission nationale a commencé le premier. Parce que moi, ils sont venus m'auditionner. Et tous les éléments dont ils avaient besoin pour avoir leur audition, j'ai mis à leur disposition. Quand ils me disent seulement, ils envoient la liste, j'informe le commandant d'unité, il dit tel, prenez-les, envoyez devant la commission. Voilà. Et ils ne m'ont jamais dit qu'ils n'ont pas, ils ont demandé des personnes qui ne sont pas venues. Ils ne m'ont jamais dit ça, la commission. Et au niveau de la mosquée Faisal, on a présenté 57 corps aux différentes familles. Vous nous parlez de 55 plus 2. Voilà. Ça fait 157. 155 plus 2, 157. Oui. Pour vous, la différence là, elle est où? Différence entre le nombre, les 57 enlevés dans les 157. Le reste là se trouve où actuellement? La différence entre 157 et 155. Je peux reprendre? Oui, s'il vous plaît. Vous nous avez dit ici qu'on vous a présenté, ou même si vous n'avez pas vu personnellement, mais 155 corps, plus 2, ça fait 157, n'est-ce pas? Au niveau de la mosquée Faisal, on a présenté 57 corps. Donc il est resté 100. Pour vous, où sont ces 100 corps-là? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas géré les corps. Je n'ai pas géré les corps. Et ça, on n'est pas venu me dire. J'ai dit, le rapport qu'on m'a remis, c'est ce qui est écrit dedans. Le rapport qu'on m'a donné par la main de la Française. 155 corps. Et 2 corps ont été retrouvés. Après, ils ont déposé ça à la mort de Donka. Vous n'avez pas su la destination des 100 corps? Pas du tout. Et jusqu'ici, vous ne savez pas celui qui coordonnait les mouvements de ces différents corps? Le mouvement de ces différents corps, le stade, la morgue d'Ignace Dine, le camp Samori. Est-ce que vous ne connaissez pas le nom de la personne qui coordonnait tous ces mouvements des corps? J'ai déjà répondu à cette question. La Française qui a été en contact avec moi téléphonique, après avoir embarqué les corps, elle m'a dit qu'elle a laissé les camions aller déposer les corps à la morgue d'Ignace Dine. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui coordonnait, moi je ne suis pas au courant. D'accord. Et ces corps-là, qui étaient effectivement arrivés dans l'enceinte du camp Samori, est-ce que l'information avait été donnée au président d'Addis?
Moi, j'ai rendu compte après, quand le ministre est venu, de ma journée du 28 et ce qui s'est passé dans les unités. J'ai dit ça au ministre. Le ministre, c'est lui qui remonte les informations au président de la République. Le ministre de la Défense? Voilà, quand il n'était pas là, je vous ai dit, on est venu au camp. Quand on est venu, l'état dans lequel on l'a trouvé, il fallait le consoler. On ne pouvait pas lui dire quelque chose parce qu'il était fâché contre ces hommes, qu'on ne l'a pas laissé sortir pour aller, comment on appelle, chasser les militaires au stade. Donc ces chiffres-là, vous l'avez... Il insultait les gens, quand il s'approche de la porte, les gens viennent se coucher, ils prennent son pied. D'accord. Ces chiffres-là, il les donnait des coups de pied, ces chiffres-là, qui l'ont trahi. Ces chiffres-là, vous l'avez bien communiqué au ministre de la Défense, n'est-ce pas? Non, à ce moment, je n'avais pas le rapport. Je oui, quand vous avez lui communiqué quelque chose, mais j'ai appris qu'il y a eu des morts. Oui. Quand vous avez reçu le rapport, est-ce que vous avez communiqué? Il a reçu son rapport. Il a reçu aussi son rapport. Par la main de la Française. D'accord. Et il a reçu parce que ça a été confirmé par le ministre qu'il a reçu le rapport. Merci. Quand j'ai eu le rapport, je voulais aller lui déposer. La Française m'a dit, non, ça c'est pour toi, c'est moi-même qui va déposer le rapport. Et le soir là même, quand je suis venu au camp, je lui ai dit, ah, la Française m'a donné un rapport concernant les événements. J'ai dit, les décédés et les blessés. Elle a dit oui, qu'eux aussi, ils ont reçu. D'accord. Et les consignes données aux militaires, est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Kébro? Bon, écoutez, moi je n'ai pas commandé un ministre. Je n'ai jamais commandé un ministre. Oui, vous avez compris la question? Ouais, vous dites si je l'ai communiqué. Est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Kébro? Écoutez, pardon, Kébro était ministre. Il ne relevait pas de moi. J'ai bien dit. Les chefs qui relevaient de moi, les unités qui relevaient de moi, qui me rendent compte, je les ai appelés. D'accord. Et la garde présidentielle? Ça ne relevait pas de moi. D'accord. Et ça aussi, je peux vous dire comment ça s'est passé. Allez-y. Quand on a été nommé, moi j'étais à Zérekoré, commandant de région. Et celui qui a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre était à Kankan, commandant de région. Non, à Soronkoni. Donc quand on a été nommé, on est venu à Conakry. Quand on est parti se présenter au ministre, il nous a dit que la garde présidentielle ne relevait pas de nous. Ils ont leur structure. Il y a un commandant, il y a un adjoint. Que ça ne relève pas de nous. Qu'est-ce que je peux faire, maître? D'accord. C'est pourquoi je ne me suis jamais intéressé à cette garde. Ils sont là. Personne ne peut dire ici que je l'ai ordonné. Je l'ai ordonné de faire quelque chose. Ça ne s'est jamais produit parce qu'il ne relevait pas de moi. D'accord. Et au sein de l'armée de façon générale, y compris la garde présidentielle, on n'a pas pu situer les responsabilités pour savoir qui sont ceux-là qui se sont rendus au stade. On n'a pas pu les identifier au sein de l'armée. C'est ce que je dis. Le président avait pris cette décision de mettre les commissions en place. Donc, nous, on a travaillé avec les commissions là. Parce que chaque fois qu'ils ont besoin de quelqu'un, avec les renseignements donnés, on mettait les personnes à leur disposition pour les fins d'enquête. À cette occasion, est-ce que vous pouvez maintenant nous dire les noms de quelques militaires qui avaient été mis à la disposition de cette commission-là? Ah, il y en avait beaucoup, hein.
Oui. J'ai dit déjà, les chauffeurs là, quand ils ont dit qu'ils ont besoin de témoigner des chauffeurs, je les ai mis à leur disposition. Est-ce que vous pouvez citer maintenant des noms? Mais je ne connais pas leur nom, s'il vous plaît. D'accord. Je ne connais pas leur nom. D'accord. Le train, c'est un service, hein, c'est très grand. C'est eux qui gèrent tous les véhicules, tous les engins de l'armée. Ils ont un commandant, c'est lui qui connaît ses chauffeurs. Oui, je veux dire, par rapport à tous ces massacres-là, il y a tellement de chauffeurs. Par rapport à ces événements, tous ces massacres-là, au sein de l'armée, on n'a pas pu identifier les personnes qui se sont rendues au stade et qui ont commis ces massacres-là. Non, mais je crois Est-ce que vous n'avez pas fait une enquête interne? Dès qu'on a mis ces commissions en place, nous, on pouvait que se référer de ces commissions. Avec les renseignements qu'ils ont reçus, ils nous disaient, ils nous envoyaient des listes. On veut voir telle ou telle personne. Ils font dans quelle unité? On me dit, j'appelle le chef d'état-major. J'ai dit, l'unité là, on a besoin de telle personne. Mettez-le à la disposition de la commission. D'accord. Est-ce que des sanctions disciplinaires avaient été entreprises à l'encontre de quelques officiers ou agents qui étaient au stade? Bon, moi, à mon niveau, avec les gens qui étaient sous ma responsabilité, on m'a donné aucun nom de personnes qui ont été au stade, sauf les chauffeurs qui ont eu la mission officielle d'aller se mettre à la disposition de la Française pour transporter ces corps-là vers la mort. D'accord. Et au moment où on envoyait les 155 corps dans la cour du camp Samori, vous étiez présent? J'ai dit, je n'ai pas quitté le camp jusqu'à 16 heures. Oui, je veux dire, vous étiez dans votre bureau? Oui. On vous a informé que des corps sont venus dans l'enceinte du camp. Vous n'êtes pas descendu pour voir? Non. Et pourquoi cette indifférence? Non, ce n'est pas une indifférence. Ah, mais si. Ce n'est pas une indifférence parce que... Général, permettez. Non. On vous dit 155 corps sont transportés dans des camions. Et ces camions-là sont venus dans votre cour. Oui. Là où se trouve votre bureau. Vous n'êtes pas descendu de l'étage pour venir voir? Non, franchement, monsieur le procureur, je ne suis pas descendu parce que les camions n'étaient pas venus pour rester. Oui, c'est que nous voulons savoir maintenant. Après... Permettez, général, on veut savoir maintenant les raisons. Les raisons pourquoi vous n'êtes pas descendu. Oui, monsieur le président. Voilà, s'il vous plaît. Si vous lui avez posé une question, laissez-le répondre. D'accord. Allez-y. C'est un témoin qui est là. Oui. Pourquoi? C'est ce que je dis. Oui. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous avez jeté un coup d'œil quand même étant à l'étage pour voir est-ce que les camions sont garés? Non, franchement, je ne l'ai pas fait, maître. Franchement. Vous ne vouliez pas voir les corps ou quoi? Non, ce n'est pas parce que je ne veux pas voir les corps. Les chauffeurs sont venus parce qu'après l'événement, je leur ai demandé. Ils ont pris l'initiative de venir garer jusqu'au moment où on l'a. Ils n'ont même pas... Ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas resté longtemps, ils sont repartis. Ils sont repartis. Donc, ces corps, si on m'avait appelé officiellement, on vous envoie les corps, je prenais mes responsabilités, je descends, je viens voir. Mais on ne m'a pas appelé rien parce que moi, la dame m'a dit qu'elle a envoyé les camions vers la mort. Et quel est l'effet que cela a produit sur vous? Hein? Quel est l'effet que cela a produit sur vous? Vous êtes assis, on vient de dire qu'on a tué 155 personnes au stade. On était tous froids. Hein? Moi, personnellement, j'étais tout froid parce que je voyais que la situation était grave. Est-ce que vous voyez? Et vraiment, ça m'a écœuré. Parce que ce n'est pas notre mission, ça. Notre mission, c'est de protéger, mais ce n'est pas donner la mort à quelqu'un. Et pour vous, pourquoi tout cela? Pourquoi on a tué les gens? Vraiment, je me pose la question.
Jusque maintenant, pourquoi? Pourquoi? Parce que aussi, tout le monde connaissait le comportement des militaires vers la fin du règne du général Lansana Conté. C'est maintenant qu'on a organisé l'armée. Il y avait une pagaille infernale. Il y a beaucoup d'erreurs qui se sont glissées. Mais on n'est pas resté les bras croisés, monsieur le procureur. Personnellement, pour rectifier le tir, c'est vérifiable, j'ai mis une commission en place pour la réforme. Et cette commission a travaillé jusqu'au moment où on m'a remplacé. Quand la CEDEAO a envoyé l'ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général Cissé, en Guinée, pour venir aider le gouvernement à réformer l'armée. Le premier jour qu'il s'est présenté dans mon bureau, parce qu'après avoir été reçu à la présidence, on l'a envoyé vers moi. Quand il est venu, on l'a reçu, il a expliqué le but de sa mission. J'ai dit, monsieur, mon général, j'aimerais qu'on vous reveniez après. On va vous faire un exposé de ce qu'on a pu faire pour le moment concernant la réforme de l'armée. Il a dit d'accord. Il est rentré à l'hôtel. On s'est convenu d'un jour. Ça aussi c'est vérifiable. La commission jusqu'à présent, les gens ils vivent, ils sont en bonne santé. Quand il est venu, quand on a fini de faire l'exposé de ce qu'on a fait comme travail, il était content. Il dit qu'on a tout fait. Parce qu'on faisait ça, malgré ce toy-boy, mais ça travaillait. Ça travaillait. Il n'a fait que, il n'a pas trouvé à redire. Il n'a fait que prendre ces documents. On a tout fait, machin, et puis scellé. On lui a donné. Il dit, bon, il va retourner aller faire la lecture. Et il va consulter les coopérants français au Sénégal. Et s'il y a des trucs à corriger, il fait ça. Après, il met ça en brochure. Et il envoie en France, il fait ça en brochure et puis il nous envoie. Donc quand il a quitté, à peu près, je crois, un mois ou quelques... En tout cas, quand il a quitté, ça a mis un petit temps. Après, il est venu. Il nous a dit que vraiment, que le document est bien fait. Donc, les remarques qu'ils ont fait, on a corrigé ensemble avec la commission, on a refait et on a programmé la validation. Et ce jour, ça s'est passé dans la salle de réunion de l'intendance. Il y avait le ministère, je crois, des Affaires étrangères, représenté, il y avait le ministère de la décentralisation, la douane, la police, le ministère de l'économie, des finances, plus les chefs d'état-major, la gendarmerie et autres. Ça a été validé. C'est bon. Bien. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. Et après ces événements, est-ce que vous avez pu faire le tour des camps, notamment le camp Alpha Yaya, le camp Koundara?
Bon, quand Koundara ne relevait pas de moi, s'il vous plaît. Ça ne relève pas de vous, hein? Voilà. Et quand Alpha Yaya? Quand Alpha Yaya, je venais tous les jours. Parce que des gens ont été retenus là-bas. Des personnes ont été enlevées au stade, transportées au camp Alpha Yaya. Durant des jours, ces personnes étaient là et les femmes étaient violées. Vous n'avez pas appris cela? Ça aussi, c'est pendant le procès là que j'ai appris. Au moment où vous vous rendiez... conscience, je n'ai pas appris que les gens enlevés au stade étaient là-bas. Parce que le camp de France est grand, hein? C'est vaste. Vous n'avez pas appris? Je n'ai pas appris. Merci, Monsieur le Président, au nom de l'assesseur. De la junte d'Addis, devez-vous vous donner des instructions pour garder le corps ou les corps des victimes? Pourquoi, selon vous, il a fait ça? Bon, merci, Monsieur le procureur. Bon, je ne sais pas lire dans sa tête, mais je crois que comme lui-même il était dépassé par les événements, je crois qu'il fallait garder les corps et organiser leur restitution. Très bien. Parce que c'est beaucoup de corps, Est-ce Monsieur le procureur. Oui. Est-ce que dans la déontologie médicale, un président de la junte ou de la République ou n'importe quelle personne a le droit de demander à son ministre de la Santé de garder le corps ou les corps des victimes, donc selon son vouloir, sans donner les moyens pour autoriser les restitutions? Est-ce que ça c'est enseigné? Parce que vous avez dit ici que c'est ce qu'on enseigne en faculté de médecine. Je vous repose la même question. Est-ce que c'est normal? Non, non, en faculté de médecine, on n'enseigne pas ça, Monsieur le procureur, mais les circonstances dans lesquelles ces personnes ont perdu leur vie, je crois que... Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Allez-y, vous parlez pour le tribunal. Allez-y. Mais les circonstances dans lesquelles ces messieurs et dames ont perdu leur vie, quand même, il fallait harmoniser certaines choses pour organiser leur restitution. Enfin, moi je pense. Mais ce n'est pas enseigné à la faculté de médecine, monsieur le procureur. Je demande, est-ce que c'est normal? C'est la question. Si c'est normal le fait de m'instruire que le président vous instruise de garder les corps. Oui, je crois que c'est normal, moi. Très bien. La même question vous a été posée hier. Vous aviez répondu que la réponse à cette question dépendait du médecin légiste. Vous pensez, en Guinée, qu'un médecin légiste, où nous parlons du cas de 57 morts selon ton bilan, votre bilan, disons, peut se donner le plaisir de sortir ces personnes des différents hôpitaux de la République sans vous, votre avis? Est-ce que vous pouvez convaincre le tribunal avec ça, ce raisonnement-là? Le 57 corps, ça, mon avis. Oui, vous avez dit hier, quand on vous a posé cette question, que cette question devait être posée au médecin légiste. Maintenant, je pose la question, est-ce que cela est possible qu'un médecin légiste en Guinée autorise la sortie de 57 corps selon votre bilan sans l'avis de son ministre de la Santé? Monsieur le procureur, moi-même, ministre de la Santé, je ne peux pas ordonner ça. Ça, c'est une décision du gouvernement. Vu le contexte dans lequel ces messieurs et dames ont perdu leur vie, et vu le nombre, ça c'est plus fort que même le ministre de la Santé. Très bien. Vous aviez dit que le président de la transition d'alors vous a dit donc de garder les corps. Je vous lis ce passage du rapport de la commission d'enquête internationale. Oui. À la page 32. Dans les jours suivants, les bérets rouges auraient informé les familles que le ministre de la Santé avait ordonné que personne ne touche à un seul corps. Est-ce que là, ce n'est pas la suite de cette décision qui a fait que les corps se sont retrouvés à la mosquée Faisal? Je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous avez dit que la commission d'enquête internationale a dit ceci. À la page 32. Oui. Que le ministre de la... Voilà. Je n'ai pas compris. Reprenez pour lui.
Je reprends pour vous. Dans les jours suivants, les bérets rouges aussi informaient les familles que le ministre de la Santé avait ordonné que personne ne touche à un seul corps. Moi, à ma connaissance, un béret rouge n'était pas à Droncard, ni à Ignastidine. Un béret, le béret rouge dit ça à la population. Je tombe des... Mais vous avez quand même dit que le président de la transition vous a dit de garder les corps. Oui, bien sûr. Donc c'est la suite logique. Si le président vous a donné des instructions, c'est ce que vous avez dit. Ou bien vous niez cette partie? Non, non. Ok. On nous a dit de garder les corps. On va organiser réellement pour les funérailles et puis la restitution. Bon, je ne sais pas maintenant ce qu'un béret rouge a à voir dans ça pour... Merci. Je continue avec les questions de reprécision. Je vous lis la page 37 de l'ordonnance de renvoi qui vous renvoie devant ce tribunal. Attendu qu'il ressort des pièces versées à la procédure que plusieurs crimes et délits contre l'intégrité corporelle des manifestants ont été commis au stade du 28 septembre et dans certains quartiers de la capitale. Qu'il en est de même que dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka, dont la pharmacie a été saccagée par des militaires commandés par Claude Pivy, et ce en présence de Ablai Chérif Diaby. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce passage-là? C'est pas vrai, monsieur le procureur. Ça, c'est pas vrai, monsieur le procureur. Que Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara, dit Toto, Ablai Chérif Diaby que vous êtes, Marcel Guilavogui, Claude Pivy et Moussa Kegoro Kamara ont volontairement entravé l'arrivée des secours et sont abstenus volontairement de porter assistance et secours à toutes ces personnes dont la vie était menacée. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce passage-là? C'est pas vrai, monsieur le procureur. Très bien, je continue. Et j'ai des témoins pour ça. On vous a posé la question de savoir pourquoi le rapport en question n'avait pas été communiqué à l'époque à la justice. Vous avez invoqué la confidence médicale, n'est-ce pas? Lequel des rapports, pardon, monsieur le procureur, je ne dois pas poser concernant les questions de corps. Oui. Très bien. Vous connaissez le code harmonisé de déontologie et d'exercice des médecins de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, qui a été publié en mars 2013. Ça existe ce code-là? Oui, oui, il existe, oui, il existe. D'accord. Il existe, oui. Lorsqu'on vous a posé la question pour savoir effectivement pourquoi la justice n'avait pas été informée, si vous étiez, le gouvernement de façon générale voulait faire la lumière sur cette affaire, en tant que ministre de la Santé, vous avez répondu, ça c'est de la confidence médicale, sur la base des rapports. Oui. Alors, puisque cette confidence médicale est contenue dans votre code de la déontologie, acceptez que je lise pour vous et comme ça je vous pose des questions en conséquence. Bien. D'abord, je rappelle, code de la déontologie harmonisé de déontologie et d'exercice des médecins dans l'espace CEDEAO. Je rappelle que pour la Guinée, c'est abrogé depuis que ce code a vu le jour. Mars 2013. Ce code, en son article 48, dit ceci: secret professionnel et confidentialité de l'exercice médical. Le praticien doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'elle a conseillées, soigner ou examiner, quel que soit le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le praticien doit faire en sorte que lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, l'identification des personnes ne soit pas possible à défaut de leur accord express. Est-ce que cela est exact? Vous êtes d'accord avec le contenu de cet article-là, de votre profession? Oui. Très bien. Est-ce que la confidentialité médicale que vous invoquez devant le tribunal, vous étiez le médecin traitant de ces patients-là, ce jour-là, à l'hôpital d'Onka? Est-ce que c'est vous qui leur avez soigné? Non, ce n'est pas moi qui les avais soignés. Très bien.
Je continue avec le même code. Cette fois-ci, je lis pour vous les dispositions des articles 140 du Code harmonisé de la déontologie médicale de l'espace CEDEAO. Le code dit ceci. Excusez-moi, je sors pour vous. Très bien. 140 du Code de la déontologie médicale. Préservation des données médicales. Un praticien doit respecter la vie privée de ses patients et protéger les dossiers médicaux avec sûreté. La responsabilité de la protection des registres incombe aux praticiens en tout temps. Tout praticien doit traiter les informations sur ses patients de manière strictement confidentielle, y compris après la mort du patient, sauf si la divulgation est exigée par la loi. Donc, est-ce que nous sommes d'accord que la confidence médicale doit d'abord respecter la loi? C'est encadré par la loi. Oui. Très bien. Je continue. Un tribunal de juridiction compétent, dans l'intérêt public ou d'une menace de dommages graves à un tiers, lorsque la violation de la confidentialité est nécessaire, le praticien doit clairement informer le patient sur la violation de la confidentialité, la nature, le but et les conséquences probables de cette violation. Est-ce que nous sommes d'accord? Très bien. Est-ce que, en tant que professionnel, en lisant cette disposition, ça veut dire que lorsque le médecin a connaissance d'une information dans l'exercice de son métier, qu'il a l'obligation de garder le secret? Est-ce que nous sommes d'accord? Très bien. Est-ce que ce jour, vous étiez le médecin traitant? Non. Très bien. Je n'ai pas agi en tant que médecin traitant. Parfait. Seconde question. Est-ce que cette confidence médicale peut s'appliquer à un cas de mort suspecte? Les gens sont morts au stade du 28 septembre et environ. On parle de 157 morts, on parle de 57 morts selon votre bilan. Est-ce qu'on peut opposer à la justice ou un gouvernement peut parler, vous, représentant du ministre de la Santé, est-ce qu'on peut parler de la confidence médicale sur des cas comme ça? Parce que là, vous interprétez cette disposition dans votre intérêt. Donc, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut parler de ça? Monsieur le procureur, jusqu'au moment où je ne reçois pas une requête qui demande de livrer les documents en question, pour moi, étant ministre de la Santé, je considère pour le moment c'est une confidence parce que je n'ai pas une requête. Non, mais quand je reçois une requête, comme c'est que ce code dit, je peux livrer le document. Donc, même les juges d'instruction, ils ne m'ont pas demandé... Ce code ne parle pas de requête. Hein? Je suis dans votre code de la déontologie médicale, ça ne parle pas de requête. Ça, c'est une précision. Je continue avec vous. Mais dès qu'on parle de la loi... Je continue avec vous. Bien, monsieur le procureur. Est-ce que, pour le cas des morts suspectes, un gouvernement responsable sérieux peut attendre l'arrivée d'une soi-disant requête pour ouvrir les enquêtes? Parce que le code ne le dit pas. Je veux savoir votre source. Vous. Un gouvernement sérieux ne peut pas le faire, mais je crois... Très bien. Mais d'abord, le président a demandé... Je suis satisfait. Merci. Je continue avec vous. Est-ce que nous sommes d'accord que le raisonnement que vous tenez vis-à-vis de la question de confidence médicale est très grave? C'est comme si vous dites aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions que vous ne pouvez pas mener les enquêtes quand il y a des cas de mort suspects parce que moi, médecin, je suis obligé ou lié par la confidence médicale. Est-ce que vous savez que ce raisonnement-là est très grave pour un médecin de votre État? Oui, pour quelqu'un qui a raisonné comme ça, mais moi je n'ai pas raisonné comme ça, monsieur le procureur. Merci, j'en ai fini avec vous. Merci, monsieur le procureur. Attendez. La partie civile va garder la patience. Merci, monsieur le président. Nous allons terminer le tour de nos questions.
Monsieur Gabi. Oui, monsieur le procureur. Vous êtes de la même promotion que le président Dadis? Non. Non. Je suis plus ancien que lui. D'accord. Alors, il y a eu des cas de viol au stade. Oui. Pour vous, qui a commis ces cas de viol? Monsieur le procureur, je ne peux pas vous dire ça parce que je n'étais pas au stade. Je ne sais pas celui qui a commis ces viols. Vous ne savez pas? Non. Mais vous confirmez quand même? Oui, selon le rapport. Je n'ai pas vu une femme violée, mais j'ai reçu le rapport du pool de médecins à qui j'avais confié ce problème, cette question. Bien. Est-il possible pour un ministre de la République qui est en fonction de se déplacer sur une distance de 50 km sans garde du corps, sans chauffeur, dans un pays comme la Guinée? C'est possible? C'est possible, c'est risqué, mais je crois que c'est possible. Surtout un ministre qui est en fonction, oui, qui se déplace sur une distance de 50 km au moins, sans garde du corps, sans chauffeur, seul dans le véhicule. Est-ce que c'est possible? C'est bien possible, monsieur le procureur. Merci, le tribunal va apprécier. Vous avez dit que des fonds ont été débloqués pour la prise en charge des blessés. Oui. Est-ce qu'il y a des pièces comptables qui prouvent cela? Oui, monsieur le... Ces pièces sont où? Parce qu'on ne les a pas retrouvées dans le dossier. À la comptabilité du ministère de la Santé. Les pièces sont là-bas, la traçabilité. On peut les avoir? Est-ce qu'on peut les avoir? Ah, là... C'est possible. Il faut que ça soit prouvé, le montant est important. Vous avez dit 1 milliard, 400 millions et quelques. Oui. Il faut des preuves. Les preuves sont là-bas. Depuis la Banque centrale jusqu'au ministère de la Santé, il y a toutes les preuves. Mais si vous me demandez si vous pouvez les avoir, je crois que si le tribunal a besoin de n'importe quelle pièce par rapport à ce dossier du 28 septembre, le tribunal peut avoir le document. Bien. Par rapport au jour férié, c'est un décret qui doit déclarer une journée fériée ou bien c'est un arrêté ministériel? Moi je crois que ça dépend du régime. Actuellement, c'est le ministre de la fonction publique qui le fait. Pour vous. Mais est-ce qu'à notre temps, c'était pas... Pour vous. Est-ce qu'à notre temps, c'était pas un décret? Vous avez compris la question. Non, j'ai compris, oui, j'ai compris la question, monsieur le procureur. Pour vous, est-ce que c'est un décret qui doit déclarer une journée fériée, chômée, payée? Pour moi, un arrêté ministériel? Non, pour moi c'est un arrêté ministériel. Merci. Parce que je crois que la loi Merci beaucoup, merci bien. Vos deux gardes du corps, comment ils s'appellent? C'est Moriba Guilavogui. Moriba Guilavogui. Oui, il est où? Bon, il était à Dingraï, mais je ne sais pas actuellement. En tout cas, il était à la compagnie d'infanterie de Dingraï. Bien, le second? Bon, c'est Nabilaï, je ne connais pas là où il est actuellement. Voilà, le second? Nabilaï Kamara. Nabilaï Kamara. Mais lui, je ne sais pas là où il est actuellement. Moriba, lui, il était à Dingraï. Votre chauffeur? Samba Konde. Samba Konde. Il est où Samba Konde? Samba Konde, il est là. Hein? Il est là. Il est là. Bien, les jours où il y a eu le coup d'État, vous avez été au camp Alpha Yaya. Oui. Et Makambo vous a dit, si vous ne vous entendez pas d'ici 4 h du matin... Non, que si on ne prenait pas le pouvoir, pas si on ne s'entendait pas. Donc si vous ne prenez pas le pouvoir... Voilà. Avant 4 h du matin, oui, on allait vous égorger tous. Et mettre un sergent comme président. Vous pensez que Makambo était capable de mettre à exécution cette menace? Non, je pense que Makambo n'est pas capable. Peut-être pour moi-même, il n'est pas gagné. Non, voilà. Vous avez dit que vous avez eu peur. Ah non, ça j'ai eu peur. Vous avez même voulu vous enfuir. Je vous jure. Il vous a fait accompagner par 2 gardes. Je vous jure, monsieur le procureur. Oui ou non? Oui. Voilà. Vous avez eu peur? J'ai eu peur. Est-ce que vous pensez qu'il était capable de mettre à exécution cette menace? Bon, en tout cas, sur le coup, l'émotion, j'étais émotionné. Je n'ai pas cherché à savoir s'il est capable ou s'il n'est pas capable.
Je ne sais pas, je ne voudrais pas chercher s'il est capable, s'il en est capable ou non. Il l'a dit. Moi, si je pouvais me sauver, j'allais me sauver. D'accord. Est-ce que vous avez confiance au professeur Namori Keïta et oui. le professeur Hassan Ba? Ah oui, oui. Est-ce que tout ce qu'ils disent, vous pouvez approuver? Tout ce qu'ils disent, vous pouvez approuver? Je ne peux pas approuver tout ce qu'ils disent. Par rapport à les rapports du professeur Namori, vous les approuvez? Les rapports du professeur Namori, oui. Voilà. Les rapports du professeur Hassan, vous approuvez aussi? En médecine? Oui. Oui. Par rapport à ces cas-là, oui. Vous les approuvez aussi? Merci, Monsieur le Président.